Bonsoir à toutes et tous, nous sommes très heureux avec Rémi de vous accueillir dans le First, la première partie des rendez-vous du futur. Le First, c'est quoi? C'est le magazine des initiatives créatives et positives initiées par des acteurs du changement, des change makers. Et en acteur du changement, on en accueille un ce soir qui agit à la frontière de la recherche et de l'entrepreneuriat. C'est Xavier Duporté. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va passer cette émission avec vous. Elle sera entrecoupée de différents moments, notamment la chronique originale de Laura, l'actu de la créativité de Rémi. Et vous, internautes, vous allez pouvoir aussi interagir sur Twitter, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag RDVF. Je veillerai à me faire le porte-parole de vos tweets, vos remarques ou vos questions. Rémi, pour commencer, est-ce que tu peux nous dessiner le portrait de notre invité Xavier ? Alors bonsoir à tous, bonsoir Xavier. Alors c'est vrai qu'en travaillant un petit peu sur votre présentation, on est évidemment impressionné par votre parcours, tout jeune déjà. Et je sais que votre modestie va en prendre un coup, mais on dit de vous que vous êtes un défricheur inclassable, un innovateur en avance sur son temps, ou encore un bâtisseur du futur. Et il faut l'admettre, il y a un peu de tout ça en vous. Alors après un bac obtenu à 16 ans, vous entrez en classe préparatoire à AgroParisTech, et puis vous partez faire de la recherche dans l'Ohio et en Nouvelle-Zélande, où vous découvrez une molécule antifongique qui sera brevetée et qui vous donnera l'occasion de monter votre première start-up à seulement 24 ans. Alors quand vous revenez en France, vous entreprenez un master externe en biologie synthétique au CRI, le centre de recherche interdisciplinaire fondé par François Tadei, qu'on connaît bien ici. Et après un passage par l'Institut Pasteur et l'INRIA, vous menez votre thèse au fameux MIT tout en lançant votre start-up Héligobiosciences, dont on va, avec votre associé David Blicard, dont on va reparler ce soir, évidemment, dans cette émission. Vous avez reçu des dizaines de distinctions scientifiques et entrepreneuriales, dont le prestigieux titre d'innovateur français de l'année 2015 par le MIT. Excusez du peu. Alors, en parallèle à votre activité déjà bien remplie, on l'aura compris, vous êtes notamment vice-président d'Osons la France, un forum dédié à l'économie française. Et en 2014, vous avez lancé le Hello Tomorrow Challenge, un concours international de création d'entreprises technologiques. On va également en reparler dans cette émission. Mais alors, dans cette brève présentation qui est forcément incomplète, on ne peut tout de même pas omettre d'évoquer votre passion pour les fourmis. Ah oui, depuis l'enfance. D'ailleurs, la légende raconte que vous avez toujours une fourmilière dans votre bureau, dans votre laboratoire. Donc ma première question, est-ce que votre vocation scientifique est-elle due aux fourmis ? Oui, elle est due aux fourmis, elle est surtout due à la curiosité que mes parents ont su stimuler chez moi. Et en effet, quand j'étais tout petit, j'étudiais les fourmis dans mon jardin. Ma maman m'a accepté que je les ramène dans la maison, que j'en élève plusieurs colonies. Et en fait, très rapidement, à l'âge de 12 ans, j'ai eu la chance de faire un stage de recherche à l'Institut national séricicole qui faisait l'INRA, qui faisait partie de l'INRA à Lyon, et qui travaillait sur les insectes, mais sur la génétique aussi. Et à 12 ans, j'ai eu la chance du coup d'être encadré par un chercheur qui s'appelle Bernard Mauchamp, que je remercierai toute ma vie, et qui m'a transmis la passion pour la recherche, puisque grâce à lui, j'ai vu les premiers... il faisait des modifications génétiques sur les vers à soie, et j'ai posé mes yeux sur un microscope, et j'ai vu des vers à soie fluorescents. Et là, je me suis dit, oh là là, c'est sacrément génial. Et du coup, c'est de là qu'est partie mon envie de faire de la recherche en biologie et de l'ingénierie en génétique. Donc on va justement parler précisément de votre innovation, pourquoi vous êtes là. Alors en préparant l'émission, je suis tombé sur le constat que selon l'OMS, à partir de 2050, les infections causées par les bactéries devenues résistantes à tous les antibiotiques seront la première cause de décès en France, qui représentera à peu près 10 millions de morts par an. Dans le monde. Dans le monde, voilà. 10 millions de morts dans le monde. Hein, oui, dans le monde, bien sûr. Non, pas en France, dans le monde. Et finalement, on en parle assez peu de ce sujet, alors qu'il est grave. Et là, c'est là que vous allez peut-être changer les choses. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de votre innovation et en quoi ça va révolutionner la médecine du futur ? Alors en effet, on n'en entend pas beaucoup parler et heureusement, de plus en plus. Là récemment, la semaine dernière, il y a eu les Nations Unies, il y a eu un rapport sur l'antibiorésistance. Il y avait déjà eu l'Organisation mondiale de la santé il y a 2 ans et ainsi de suite. Donc ça commence à faire effet. Aujourd'hui, c'est un problème qui est majeur.
Et justement, il faut faire les choses un peu en avance, essayer de traiter ce problème en avance pour ne pas que ça soit comme le changement climatique. Et alors nous, on a décidé de mettre au point, donc c'était quand j'étais au MIT, et avec mon associé David Bicard, qui était à l'époque à la Rockefeller University, on travaillait sur des technologies, sur des petits virus, mais qui sont des virus de bactéries. Donc les bactéries, on en a 10 milliards dans notre corps, les microbes, enfin sur notre corps, dans notre intestin, sur la peau, elles pèsent à peu près 1,5 kg. Et donc ces bactéries sont très bonnes pour la santé, mais quand on a une infection, il y en a certaines qui sont méchantes, entre guillemets, pour faire simple, eh bien, les seuls outils, les seules technologies qu'on avait à présent, c'était les antibiotiques pour les tuer. Sauf qu'un antibiotique, ça marche comment? C'est une petite molécule qui va se mettre dans les rouages d'une bactérie, qui va l'empêcher de se répliquer, de vivre, et du coup qui va la tuer. Sauf que ça ne fait pas la distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et donc il suffit qu'une de ces bactéries change ses rouages pour qu'elle devienne résistante à un antibiotique, et donc comme il n'y a plus aucune bactérie qui survit dans le corps, cette bactérie résistante aux antibiotiques, elle va avoir tout le terrain et va pouvoir prendre le dessus et causer de graves infections. Alors nous, ce qu'on a développé, c'est qu'on a utilisé justement des petits virus qui tuaient ces bactéries, qui sont complètement inoffensives pour les humains. Et dedans, on a réussi à leur faire délivrer dans les bactéries des petits ciseaux moléculaires. La technologie, c'est CRISPR-Cas9. On en entend beaucoup parler en ce moment. Ça fait les grands titres aux US et en Europe aussi. C'est une Française qui a été à l'origine de la découverte, Emmanuelle Charpentier. Et donc en fait, nous, on utilise ces petits ciseaux moléculaires pour, une fois qu'ils sont injectés dans les bactéries, les bonnes ou les mauvaises, en fait, on arrive à les programmer pour qu'ils puissent faire un scan du code génétique de la bactérie, donc ce qui lui permet de fonctionner, son identité au plus profond d'elle-même. Et si jamais ces petits ciseaux trouvent des gènes qui sont des gènes de résistance aux antibiotiques ou des gènes de virulence, eh bien ces petits ciseaux vont découper ces gènes et les bactéries n'ont pas de mécanisme pour réparer les coupures, ça crée une sorte de bug informatique dans la bactérie, dans le code génétique de la bactérie, et ça va tuer la bactérie de façon extrêmement efficace. Donc nous aujourd'hui on a mis ça au point d'abord dans des petites éprouvettes et puis on a testé il y a 2 ans ces petits robots biologiques en quelque sorte sur des souris. On a vu que ça marchait, qu'on arrivait à tuer de façon extrêmement efficace et spécifique des staphylocoques dorés résistants cliniques. Et donc aujourd'hui, eh bien, pour arriver un peu à transformer cette invention de laboratoire pour qu'un jour elle puisse sauver des vies, on a décidé de monter une société. On est revenu en France monter la société qui est maintenant incubée à l'Institut Pasteur et on a levé quelques millions d'euros l'année dernière. Et maintenant on a une équipe internationale jeune et dynamique de chercheurs à l'Institut Pasteur dans la société et on tâche avec cette équipe de montrer que ça marche non seulement sur la peau des souris mais dans l'intestin des souris pour d'ici 18 mois pouvoir espérer commencer des essais cliniques chez l'homme. Et comment on va le découvrir, nous, sous quelle forme, en fait, après ce traitement? Ce sera des injections, des gélules? Quand est-ce qu'on pourra en bénéficier? Alors la route est très longue, comme dans tout développement de médicaments. Donc il faut déjà savoir qu'il faut beaucoup d'argent. Il faut plusieurs centaines de millions pour arriver à mettre un médicament sur le marché. Ça prend entre 10 et 12 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'essais cliniques, des étapes réglementaires, pardon pour l'anglais, réglementaires pour bien être sûr que ces nouveaux médicaments ne sont pas dangereux pour l'homme, qu'ils marchent de façon efficace, qu'ils marchent mieux que ce qui existe actuellement. Donc ça prend 10 ans et ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de chances que ça rate. On est à peu près à 90% de chances que ça rate. Donc il faut y croire pour se lancer. Et d'ici 10-12 ans, eh bien oui, ce sera sans doute sous forme de comprimés ou de crème pour les infections sur la peau, et sinon de comprimés qui seront comme des gélules dont on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Oui, parce que du coup, ça ouvre quand même tout un champ d'application possible, j'allais dire des plus superficielles, vous parlez de l'acné, jusqu'au plus grave, à des maladies graves. Est-ce qu'on peut donner 2-3 exemples Oui, alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nos pistes de développement sont l'antibiorésistance. Du coup, arriver à éradiquer de façon spécifique les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques d'aujourd'hui. Donc là, il y a beaucoup de maladies infectieuses qui sont en jeu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le microbiome, les bactéries qui nous habitent, en fait, elles sont liées beaucoup plus à ce qu'on pensait à notre santé, à notre bien-être, et que du coup, il y a bon nombre de maladies, des maladies auto-immunes comme notamment par exemple les allergies, la maladie de Crohn, qui sont très probablement, donc aujourd'hui on n'est pas encore à une étape de causalité, mais de corrélation très forte, où on sait que des déséquilibres dans la composition de notre flore microbienne dans l'intestin ou sur la peau peut conduire à des maladies comme l'obésité, les allergies, etc. Et donc nous, avec notre technologie, on peut à la fois tuer les bactéries résistantes aux antibiotiques, mais comme on peut programmer nos ciseaux
pour découper n'importe quel gène, on peut arriver en fait à tuer n'importe quelle bactérie, et notamment des bactéries qui sont responsables des maladies comme l'acné, les allergies, la maladie de Crohn, etc. Et donc arriver à rétablir une homéostasie, un bon équilibre de notre flore microbienne. Donc en effet, les champs sont assez vastes. Et aussi, on travaille en ce moment, on a été approché par plusieurs sociétés pour tout ce qui est les marchés vétérinaires, le marché animal, puisque c'est dans ces marchés colossaux en termes de traitement qu'il y a la plus grosse utilisation d'antibiotiques aujourd'hui et qui va être bientôt interdit en Europe et aux États-Unis. Et donc il faut trouver des alternatives aux antibiotiques. Et d'un point de vue économique et social, excusez-moi, l'ingénierie génétique, en fait, ça coûte assez cher. Est-ce que, en fait, ce type de traitement pourrait être accessible à tous, ou est-ce qu'on pourrait imaginer, en fait, que ça renforce une forme d'inégalité d'accès aux soins, aux traitements, ou pas? Alors, c'est une très bonne question. L'ingénierie génétique coûtait très cher. Aujourd'hui, elle coûte de moins en moins cher. Nous, celle qui coûte encore très cher, c'est l'ingénierie génétique des cellules humaines. Et donc c'est pour tout ce qui est des thérapies où on va prendre vos cellules, les modifier et vous les réinjecter, par exemple pour traiter des cancers. Il y a une super société Selectis en France, une licorne française qui vaut plus d'1 milliard, qui fait justement l'ingénierie génétique de nos cellules immunitaires pour en faire des super cellules immunitaires et traiter les cancers, tuer les cancers. Nous, on travaille sur des bactéries, sur des bactéries, donc les coûts sont beaucoup plus faibles. Après, la question, et c'est la question de tous les médicaments, en effet, et ça coûte très cher de mettre un médicament sur le marché, et il faut, pour pouvoir arriver à ce que les investisseurs et le monde financier puissent continuer à investir et prendre les risques de développer de nouveaux médicaments de plus en plus innovants, d'arriver à un prix sur le marché qui permette de continuer le développement de ces médicaments. Alors après, la bonne nouvelle, c'est que les antibiotiques aujourd'hui, ça coûte plus rien. Ça coûte tellement plus rien que par exemple en Corée, un antibiotique coûte plus cher qu'une bouteille d'eau, coûte moins cher que de l'eau. Donc les antibiotiques aujourd'hui sont très très peu chers, mais il va falloir, je pense qu'ils coûtent pas cher, mais il va falloir arriver à repenser le prix des antibiotiques, parce qu'aujourd'hui un traitement contre le cancer qui peut rallonger la vie de quelques mois, voire quelques années, peut coûter des centaines de milliers d'euros, alors qu'un antibiotique au final qui peut sauver la vie de quelqu'un du jour au lendemain coûte quelques centimes. Et donc c'est un modèle qui ne pourra plus fonctionner pour le futur si on veut pouvoir mettre sur le marché des antibiotiques, parce qu'il faut avoir une revalorisation des antibiotiques. Et donc là il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau des gouvernements justement, pour avoir des médicaments qui ne sont pas trop chers, mais qui permettent quand même de financer les développements très risqués de nouveaux antibiotiques. Merci Xavier. On va faire une petite pause. On va changer de registre, de champ, et on va retrouver la chronique de Laura. Tout de suite, la chronique de Laura. Bonsoir à tous. Une question. Qui a réussi à réaliser son stage de 3e dans une structure intéressante en vue de découvrir un métier en particulier? Pas grand monde. Deuxième question. Qui a dû faire son stage de 3e auprès de l'un de ses parents, de ses proches, de ses amis, souvent donc par défaut? Moi. Ce soir, je vous parle donc de Viens voir mon taf, association loi 1901 qui permet de mettre en relation des jeunes de 3e issus de collèges ZEP en panne de réseau ou de piston, et des entreprises qui sont prêtes à les accueillir. Mais c'est génial! Parce qu'en plus d'ouvrir un carnet d'adresses, cela permet d'élargir les horizons de ces jeunes collégiens. Les idées de métier peuvent donc s'élargir. Moi, je voudrais être journaliste. Ça tombe bien, Le Monde propose plusieurs stages, même Libération. Je me vois bien ministre. Rendez-vous sur le site Viens voir mon taf pour trouver une offre de stage du ministère de l'Agriculture qui propose d'ouvrir ses portes et de montrer aux collégiens comment fonctionne un ministère. Moi, je suis plus spectacle vivant, art, culture. Retrouvez une offre de stage du côté de Cavaillon dans le spectacle vivant. 5 bonnes raisons pour recruter un stagiaire de 3e. Première raison, c'est une action citoyenne concrète pour l'égalité des chances. Deuxième raison, on engage sa société dans une démarche responsable. Troisième raison, on offre une réelle opportunité aux jeunes sans piston et sans carnet d'adresse. Quatrième raison, on fait découvrir son univers professionnel. Enfin, 5e raison, on casse les barrières et on décloisonne les milieux. Un stage de 3e, c'est court, ça dure 5 jours. C'est gratuit, le fait de poster son offre de stage sur le site Viens voir mon taf vous coûte 0 €.
C'est hyper simple. Ça vous demande 5 secondes pour poster votre offre sur le site. Bref, l'association démarre sa deuxième rentrée en 2016 et espère avoir au moins 300 offres de stage sur son site internet. Chère entreprise, cher manager, cher responsable de service, rendez-vous sur viensvoirmontaf.fr qui s'affiche juste ici pour poster votre propre offre de stage et permettre à un jeune de découvrir un métier qu'il n'aurait pas pu pouvoir découvrir sans réseau. Une question pour finir. Xavier Duporté, ouvrez-vous vos laboratoires aux élèves de 3e ? Merci Laura pour sa petite chronique. On a beaucoup. Merci à Laura qui nous a parlé en fait de journalisme, d'art, de culture, mais peut-être de science. Est-ce que ça arrive alors pour répondre à sa question de Laura que vous accueillez Oui, ça arrive évidemment. Et j'insiste notamment sur se rapprocher du CRI, du Centre de recherche interdisciplinaire, puisqu'ils ont beaucoup d'initiatives et ils ont beaucoup œuvré justement pour arriver à insérer des jeunes dans le milieu de la recherche, et puis toute leur philosophie est apprendre par la recherche. Donc en effet, on œuvre beaucoup pour aider les jeunes à se rendre compte de ce que c'est que la recherche, pour arrêter les clichés du vieux chercheur au fond de son labo, et montrer que la recherche c'est cool, dynamique, et qu'il y a des jeunes sympas qui en font. Alors j'ai une question, on a parlé de recherche, on a parlé de médicaments. Alors comment on passe de cette recherche à un produit ? J'ai une idée en fait derrière cette question, ou comment on passe de la blouse blanche au costume de l'entrepreneur en fait. Comment on passe de l'un à l'autre? Est-ce qu'il y a une transition ou pas? Parce que dans l'inconscient collectif, les choses sont très cloisonnées sur ces deux métiers. Elles sont très cloisonnées dans la tête, mais pas vraiment dans la réalité. Je pense qu'aujourd'hui, un chercheur a tout pour être un entrepreneur. Et aujourd'hui, si on regarde un patron de labo, un chef de labo, mais en effet un patron de labo, il gère des gens, il gère une équipe, il cherche de l'argent, il gère des projets, il écrit des projets, il va parler, vendre ses travaux de recherche, donc vendre dans le bon sens du terme, montrer que ce qu'il fait c'est vraiment bien. Quand on fait une thèse, alors moi j'ai commencé ma start-up quand je faisais une thèse. Je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur parce qu'il faut vouloir prendre beaucoup de risques, il faut vouloir ne pas beaucoup dormir, et c'est un choix personnel. Mais quand on fait une thèse, on apprend à gérer son propre projet, on apprend à prendre des risques parce qu'en 3 ans c'est compliqué, c'est difficile. On apprend à travailler en équipe. Alors après, ce qui manque peut-être, et moi ce que j'ai beaucoup appris aux US quand je suis passé par le MIT, c'est arriver à parler de sa recherche de façon didactique et compréhensible par tout le monde en un temps record. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu ce qui manque dans la culture et dans l'apprentissage, dans l'éducation des chercheurs, d'arriver à parler de sa recherche pour intéresser le plus grand public, et ce qui fait qu'au final c'est ce dont on a besoin quand on est entrepreneur. On a besoin de pitcher, on a besoin d'arriver à se faire comprendre, à faire comprendre pourquoi ce qu'on fait c'est important, quelle solution, à quel problème on répond, et puis après ensuite la vie n'est qu'une question d'opportunité, donc c'est avec les gens qu'on rencontre les entrepreneurs, il ne faut pas avoir peur d'aller discuter avec des entrepreneurs pour apprendre justement ce que c'est que le passage de la recherche à une recherche purement fondamentale, à essayer de développer un produit avec des contraintes qui sont beaucoup plus fortes souvent qu'une recherche fondamentale, et puis à essayer d'apprendre un peu le business pour savoir gérer un petit peu d'argent et pas avoir peur de parler à des investisseurs. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez initié le Hello Tomorrow Challenge, qui est un concours destiné à des projets scientifiques et technologiques, en fait, les inviter en fait à se transformer, à se lancer en start-up? Oui, alors au début j'avais lancé ça parce que quand je suis arrivé au MIT, en fait, j'ai été beaucoup inspiré de l'atmosphère de Kendall Square à Cambridge au MIT. Je suis arrivé dans un univers où tous les jeunes voulaient changer le monde avec la science et pas forcément avec des applications web ou des services. Et je me suis dit, c'est génial. C'est pour ça que moi, je suis rentré dans le moule un peu des étudiants du MIT. Et j'ai trouvé vraiment dommage qu'en France, il n'y ait pas forcément cette discussion entre chercheurs et écoles de commerce et ingénieurs et industriels, et que le mot start-up et tech en France représente pas forcément de la vraie technologie, mais plutôt du web, donc l'utilisation d'une technologie et seulement du service. Et donc j'ai créé Hello Tomorrow pour essayer au début de redynamiser un petit peu la France. La première année c'était français, mais c'était tout en anglais, parce que quand on est un entrepreneur français, un chercheur français,
et dans la science, on a un marché mondial. Et donc j'en avais marre que quand je venais pitcher ma start-up en France, mes projets, on me dise ne la pitch pas en anglais, tu es prétentieux de parler anglais, ou les gens ne comprenaient pas l'anglais. Je me dis c'est pas possible, si on veut être les leaders de demain, si on veut que les Français soient les leaders de demain, il faut que les jeunes se placent dans un contexte international et parlent de science. Et donc on a commencé au début en essayant en effet on a fait une compétition de start-up française mais européenne pour essayer de mettre en lumière et d'accélérer les jeunes qui sortaient des laboratoires et qui essayaient de changer le monde avec la science. Alors, justement, on parle de la France et vous avez décidé de monter votre start-up en France, de revenir en France pour monter, faire votre business ici. Est-ce qu'on peut encore changer le monde depuis la France ? Est-ce qu'on a les atouts suffisants ? Mais est-ce qu'on peut ? Je pense qu'on l'a toujours pu et qu'on le pourra encore. Si on prend l'exemple de Louis Pasteur, il était français, c'était un des premiers entrepreneur en biotechnologie. Il a créé ses usines en France qu'il a exportées ensuite partout dans le monde pour produire ses vaccins. Donc pour nous, ça a une connotation forte d'être à l'Institut Pasteur. En France, il y a tout ce qu'il faut pour créer sa société. En tout cas, je pense que les gens de l'étranger ne savent pas forcément les aides qu'il y a en France qui existent, qui sont en place pour les entreprises innovantes, donc qui travaillent sur des processus de recherche et développement. Moi, j'ai embauché, on est 7 dans l'équipe avec des doctorants, j'ai des docteurs du MIT, de Stanford qui sont venus en France. On a la chance d'avoir un régime fiscal pour les jeunes entreprises innovantes qui est très favorable. Par exemple, moi, tous mes docteurs, les docteurs qui ont un PhD, un doctorat en sciences, ils sont remboursés presque à 100% pendant 2 ans. Ce qui est assez incroyable. Donc j'ai une équipe avec les meilleurs docteurs que j'ai pu récupérer un peu partout dans le monde. Je peux les payer correctement. Alors c'est un petit peu moins qu'aux États-Unis évidemment, mais les gens font, les entrepreneurs et les chercheurs qui rejoignent une start-up en biotech font pas ça que pour l'argent, ils font ça aussi pour le sens que ça donne et les opportunités de changer le monde. Dans notre cas, de sauver des vies. On a nos docteurs qui sont payés pendant 2 ans, donc qui nous permettent en fait de vraiment développer toute la valeur avant de chercher beaucoup d'argent. On a le crédit d'impôt recherche qui nous rembourse 30% de nos dépenses de recherche. On a tout ce qu'il faut. Alors après, c'est vrai on dit souvent en France, oui, les startups peuvent lever un petit peu d'argent, mais après, quand il faut se développer, lever 30 millions, 100 millions, c'est plus compliqué. Je pense que c'est un peu réducteur de comparer la France aux États-Unis toujours, parce que la France, on est 60 millions de personnes, aux États-Unis, ils sont 360. Je pense qu'il faut voir plutôt la France dans le continent européen. Dans le continent européen, il y a des plus gros fonds pan-européens. Il y a des fonds qui peuvent mettre autant d'argent que pour les États-Unis. Alors nous, on est en train de préparer une grosse levée de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros. On regarde en France, on regarde en Angleterre, on regarde en Suisse, en Hollande, on regarde aussi aux États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, avec la démocratisation des technologies, Internet, etc., c'est beaucoup plus facile de trouver des investisseurs étrangers qui investissent dans des startups en sciences. On n'est pas obligé de se voir tout le temps, on a Internet, etc. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut que le régime fiscal reste stable et soit fiable pour assurer aux investisseurs étrangers que leur investissement ne va pas ne plus rien valoir dans quelques années. Merci Xavier pour ce témoignage et nous montrer en fait qu'on peut tout à fait innover en France et dans des secteurs de pointe, c'est tout à fait possible et vous le représentez avec vos projets. On va passer maintenant à autre chose, on va passer à une chronique, l'actu de la créativité présentée par Rémi. Alors Rémi, aujourd'hui, je crois que tu veux nous parler, alors on est un peu dans le sujet, de financement de la recherche. Tu t'es un petit peu intéressé à ce sujet. Oui, justement, j'ai envie de parler du financement de la recherche. On vient aussi d'en parler avec les atouts français. Mais je vais vous parler d'une plateforme qui est la première plateforme de financement participatif entièrement dédiée à la recherche. Elle s'appelle Sismic. Alors, juste pour planter le décor du financement de la recherche en France, ça représente 2% du PIB ici. On est classé à au 13e rang mondial des pays qui dépenseront le plus dans la recherche. On était 10e en 2002. Et les dépenses de la France stagnent depuis 10 ans, alors que dans certains pays, ils ne font qu'augmenter, comme le Portugal ou la Chine. Bon, le tableau n'est pas noir, on est 6e au rang en part de publications scientifiques.
Alors, bref, on le voit, le financement de la recherche en France, c'est un problème qui devrait être normalement considéré comme une priorité par les pouvoirs publics, mais peut-être que la solution viendra plutôt du citoyen avec cette nouvelle plateforme. Alors, comment ça marche? Les 3 cofondateurs de Sismic ont l'objectif de sensibiliser le grand public à la recherche en le rendant acteur justement de la science. Leur slogan résume assez bien leur philosophie, c'est « Faites bouger la science ». Donc après validation du projet, les chercheurs peuvent déposer sur cette plateforme leur projet et il y a un comité scientifique qui le valide, qui regarde la faisabilité et ensuite les donateurs peuvent contribuer à cette recherche. Alors ce qui est sympa, c'est les contreparties. Donc on peut avoir accès à des notes de laboratoire, des vidéos, des podcasts et même des conférences en ligne. Alors l'objectif c'est principalement de pouvoir récolter des fonds par d'autres canaux classique, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, mais c'est pas que ça. C'est vraiment d'investir le citoyen, de le faire participer à la recherche et qu'il puisse être vraiment acteur de la recherche en ayant un lien privilégié avec l'étude qui va soutenir. Ça rappelle un petit peu les mouvements de l'open science dont on avait parlé dans des précédentes émissions et je pense que c'est vraiment pour une ouverture de la science et de la recherche qui est plutôt bénéfique et qui est en lien avec le citoyen. Alors ce qui est assez amusant, c'est que Sismic a eu besoin lui-même de faire appel à une plateforme de financement participatif avec Ulule et donc on voit que c'est une sorte de cercle vertueux comme ça qui peut se reproduire parce qu'il y a de plus en plus de plateformes d'ailleurs qui sont très spécifiques à certains domaines comme les jeux vidéo ou le sport par exemple. Alors, les premiers projets, la plateforme n'est pas encore ouverte, mais c'est vrai qu'ici on aime bien parler des projets en train de se faire. Donc, les premiers projets arriveront début 2017. Donc, moi je vous invite à vous inscrire à la newsletter et sur les réseaux sociaux de Sismic pour être parmi les premiers à contribuer à la science et à un petit peu faire avancer la recherche du futur. Xavier, merci Rémi d'abord. Merci Rémi pour cette chronique et nous a fait découvrir Sismic qui s'écrit C-Y-S-M-Y-K. D'accord, et puis on mettra le lien sur le site. Xavier, vous en pensez quoi de ces... Bon, on connaissait en fait le crowdfunding, là c'est associé en fait à des projets scientifiques. Vous pensez que ça peut être une solution intéressante pour avoir soit d'autres sources de financement ou apparemment un moyen de faire parler de ces projets? Moi, c'est vraiment bien. Le point principal qui, je pense, est crucial dans ces projets, c'est justement d'arriver à rapprocher science et citoyens. Aujourd'hui, la science, on en parle beaucoup, y a beaucoup de choses qui se passent, l'intelligence artificielle, l'ingénierie génétique, qui peuvent faire très peur. En France, aujourd'hui, je pense que le citoyen est mal informé sur la science, parce que la science est déformée par les médias et enfin, les OGM sont le plus bel exemple. Et d'arriver à faire discuter des citoyens avec les scientifiques qui sont au cœur de la science, c'est bien pour les citoyens parce qu'ils savent vraiment ce qui se passe, mais c'est aussi bien pour les scientifiques, pour qu'ils apprennent à parler de leur science et arriver aussi à apprendre à se poser les bonnes questions par rapport aux citoyens et à l'éthique et compagnie. Merci Xavier, cette émission touche bientôt à sa fin. On va juste faire un petit tour de table avec chacun, on va pouvoir transmettre nos coups de cœur. Les coups de cœur. Xavier, est-ce que vous voulez commencer? Oui. Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous voudriez partager avec les internautes? Alors, j'ai découvert hier une super initiative à France Digital Day où j'intervenais avec une fille qui s'appelle toujours Joséphine Goub et qui est qui a la tête, entre autres, avec d'autres personnes, d'une association qui s'appelle TechFugees. Et qui œuvre en fait, qui œuvre pour les réfugiés et qui œuvre à faire des événements un peu partout dans le monde pour réfléchir comment les nouvelles technologies peuvent venir en aide aux réfugiés. Et ça a pris des dimensions colossales. Il y en a eu dans toutes les grandes villes du monde et c'est assez génial puisqu'il y a pas mal de plein de développeurs, des gens du web qui se réunissent pour arriver à trouver des moyens simples et efficaces pour subvenir aux besoins des réfugiés, que ce soit logistique, humanitaire. Enfin, du coup, c'était assez inspirant. Ça s'appelle TechFugees. TechFugees, d'accord, très bien. Un projet engagé et on fait un petit clin d'œil à nos amis de Singa qu'on avait accueillis sur ce plateau. Rémi,
Court, un petit coup de cœur. Très court, c'est un film qui s'appelle Toni Erdmann, un film allemand de Maren Hedde. C'est vraiment un super film qui est tout en finesse sur la relation entre père et fille. Une fille qui est businesswoman dans une entreprise, qui est droguée de travail et qui s'est un petit peu perdue, et qui a un petit peu perdu sa relation avec ses proches, avec sa famille. Et lui, il vient perturber de façon à la fois touchante et complètement de façon incongrue, on va dire, parce qu'il y a des scènes complètement grotesques qui sont vraiment dans le bon sens du terme. Donc voilà, ça s'appelle Toni Erdmann. Il a été sélectionné à Cannes et moi, je lui aurais bien donné la Palme d'Or. C'est un très beau film dont on sort pas tout de suite avec un effet waouh, mais qui s'imprègne au fur et à mesure avec les jours qui passent. Allez voir. Merci Rémi. Eh bien écoutez, moi mon coup de cœur, une fois n'est pas coutume, c'est un vinyle, ça s'appelle Fortet. L'album c'est There Is Love in You. On va peut-être en entendre un extrait en fond sonore. J'adore, c'est très très chouette. C'est à la croisée entre la musique électronique et organique. Et j'ai trouvé du coup c'était un joli clin d'œil avec les thèmes qu'on a pu aborder aujourd'hui. Xavier, merci beaucoup d'avoir participé. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes de l'avoir suivie. Elle touche donc à sa fin. Vous allez pouvoir la retrouver très prochainement sur notre site. Vous pouvez suivre bien sûr en fait les sujets qu'on a traités avec le hashtag RDVF. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a permis de réaliser cette première partie d'émission, à savoir Triple C, JD Carré, Le Cube et le Digital Society Forum. On se retrouve très bientôt et là tout de suite vous pouvez aussi rester en ligne puisqu'il y a la grande partie de l'émission, le Rendez-vous du futur avec Joël Deronet tout de suite.